Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule vidéo d'une série consacrée à l'étude de la nouvelle fantastique de Maupassant intitulée Le Horla. Pour servir de fil conducteur à notre étude, nous prendrons la problématique suivante. En quoi Le Horla est-il une œuvre fantastique? Nous allons tout de suite lire le début, l'incipit de cette nouvelle, la première journée, car il s'agit d'un journal intime. « 8 mai. Quelle journée admirable! J'ai passé toute la matinée étendu sur l'herbe, devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre et l'abrite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays. Et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines, ces profondes et délicates racines qui attachent un homme à la terre où sont nés et morts ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. J'aime ma maison où j'ai grandi. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule le long de mon jardin. Derrière la route, presque chez moi, la grande et large Seine qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. À gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la cathédrale, et pleins de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées, jetant jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer, leur chant d'airain que la brise m'apporte, tantôt plus fort et tantôt plus affaibli, suivant qu'elle s'éveille ou s'assoupit. Comme il faisait bon ce matin. Vers 11 heures, un long convoi de navires traîné par un remorqueur gros comme une mouche et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse, défila devant ma grille. Après 2 goélettes anglaises, dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait un superbe 3-mâts brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluai, je ne sais pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir. Nous venons donc de lire la première journée de ce journal intime que constitue cette nouvelle de Maupassant, Le Horla. En quoi Le Horla est-il une œuvre fantastique? Voyons donc d'abord le cadre qui est fixé dans cette première journée. Quel est le cadre du Horla? Le cadre du Horla est fixé très précisément par l'emploi de nombreux compléments circonstanciels de lieu. Les compléments circonstanciels de lieu sont des compléments qui répondent à la question « où », qui disent donc où se passe l'action. Regardez dans ce texte, j'ai souligné tous les compléments circonstanciels de lieu. Il y en a énormément. De mes fenêtres, derrière la route, presque chez moi, sans compter que Maupassant situe extrêmement précisément dans la géographie, sur la carte de France, le lieu de l'action, puisqu'il emploie aussi des noms propres, Rouen, la Seine, le Havre. Énormément de compléments circonstanciels, donc compléments circonstanciels de lieu. Pour décrire le cadre, pour que le lecteur s'imagine bien et énormément de détails, Maupassant utilise les expansions du nom. Il y a 3 sortes d'expansions du nom. D'abord, les adjectifs qualificatifs qui servent à donner un détail sur le nom commun. Voyons les adjectifs qualificatifs de ce premier texte du Horla. Il y en a énormément. Le texte est saturé d'adjectifs qualificatifs. Quelle journée admirable! L'énorme platane, profonde et délicate racine, vaste ville, clocher gothique, etc. Regardons les fonctions de ces adjectifs qualificatifs. Les adjectifs qualificatifs du premier texte du Horla sont épithètes liés quand ils sont à côté du nom auquel ils se rapportent. Quelle journée admirable! On trouve aussi des attributs du sujet, après les verbes d'état, comme le verbe être. Ils sont innombrables, attribut du sujet il, et puis aussi un adjectif qualificatif épithète détaché, c'est-à-dire séparé par une virgule du nom auquel il se rapporte, un remorqueur, gros comme une mouche.
Maupassant utilise aussi les autres expansions du nom, comme le complément du nom. Qu'est-ce qu'un complément du nom? Un complément du nom complète un nom, évidemment, et il le fait par l'intermédiaire d'une préposition. Les prépositions sont à, dans, par, pour, en, vers, avec deux sens souches et parmi sûr. Et puis, après la préposition, on trouve un nom, en général un nom, parfois un infinitif, parfois un adverbe. Exemple, de complément du nom, vous prenez un nom, un bateau, vous rajoutez les prépositions et encore un autre nom, un bateau de croisière, un bateau à voile, un bateau en bois, un bateau pour naviguer, un bateau sans rame, un bateau parmi d'autres, un bateau sur la mer. Voici mes compléments du nom. Regardons dans le texte, il y en a beaucoup, les intonations des paysans, les odeurs du sol, des villages, la ville au toit bleu, etc. Quand on donne des détails, quand on décrit dans un texte, on emploie des compléments du nom. Mais on peut employer aussi, c'est la troisième expansion du nom, des propositions subordonnées relatives. Qu'est-ce qu'une proposition subordonnée relative? Elle complète encore un nom, par l'intermédiaire d'un pronom relatif, suivi d'un bout de phrase. Qu'est-ce que c'est une proposition? C'est un bout de phrase avec un verbe conjugué. Mais la proposition subordonnée relative est introduite, oui, par un pronom relatif, les pronoms relatifs, qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses composés. Faites toujours bien attention, vérifiez que qui, que, complète bien un nom. Regardons dans le texte, il y a énormément de propositions subordonnées relatives dans ce texte descriptif. Les racines qui attachent un homme à la terre, où sont nés et morts ses aïeux, la maison où j'ai grandi, etc. La Seine qui coule le long de mon jardin. Les propositions subordonnées relatives servent ici à donner des détails, à enrichir les noms communs et à peindre le décor du Horla. Suivant, les expansions du nom. Voilà quelques exemples. Deux goélettes anglaises dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, les cloches qui sonnent, la terre où sont nés et morts mes aïeux. N'oubliez pas, proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses composés. Voyons maintenant la suite. La description du cadre n'est pas seulement objective, elle est très subjective, en ce sens que le narrateur plaque son sentiment, son émotion sur le décor qui l'encadre. Un sentiment de bonheur. Comment le fait-il? Il le fait en plaquant son impression de bonheur par le champ lexical très développé dans le texte, avec beaucoup de mots mélioratifs, beaucoup d'émotions, pour montrer qu'il aime ce décor. C'est en ce sens qu'on peut parler de description impressionniste, comme les peintres impressionnistes, pour qui il était plus important de peindre l'impression que de peindre le sujet lui-même. Il emploie aussi deux phrases exclamatives pour montrer comme il est heureux, quelle journée admirable. Et puis, il fait une description impressionniste dans ce sens que les couleurs sont très importantes. Et puis, il parle de l'air bleu, des toits bleus. Ce bleu est accordé à son sentiment de bonheur. Une peinture impressionniste aussi par les sujets qui sont choisis, qui sont les mêmes sujets que Monet. Monet, le peintre dont je me suis servi pour illustrer cette description, Monet qui choisissait de peindre en priorité, comme ses camarades impressionnistes, les reflets sur la mer et Rouen. Maupassant utilise des comparaisons aussi, des figures de style poétique pour montrer l'état de ravissement dans lequel il se trouve quand il regarde le paysage qui s'offre à lui. Un remorqueur gros comme une mouche, et puis la personnification des cloches, des cathédrales, leur chant d'airain qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse. Maupassant décrit le cadre de l'action, mais aussi il montre un narrateur qui est heureux, équilibré, épanoui. Faisons donc le bilan, passons à la suite, merci. Le bilan. Cette première journée du 8 mai est un incipit c'est le début, qui est un texte descriptif qui sert à fixer le cadre de l'histoire, à répondre à la question où, de manière très précise grâce aux nombreuses expansions du nom.
expansion du nom, adjectif qualificatif, complément du nom, proposition subordonnée relative. Cet incipit plonge le lecteur dans un cadre réaliste. Rouen, la scène et tous les compléments circonstanciels de lieu aident bien le lecteur à imaginer le décor de l'histoire. L'incipit exprime le sentiment de bonheur dans la description faite par le narrateur. L'incipit aussi fixe le genre de l'histoire. Il s'agit d'un journal intime. Le journal intime implique que le narrateur va dire la vérité, va dire ses secrets. Et c'est un incipit qui ménage évidemment le bouleversement, la suite qui va se produire dans l'heure-là, l'apparition des thèmes du surnaturel, l'être invisible, et de la folie. Comment penser, après cette première page, que le narrateur va vivre les bouleversements qui l'attendent? En fait, cet incipit est en train de piéger le lecteur pour mieux le surprendre. Le dernier, nous répondons donc un premier élément de réponse à cette problématique. En quoi l'Orla est-il une œuvre fantastique? Eh bien, l'Orla est une œuvre fantastique car il se déroule dans un cadre réaliste, dans le monde réel, oui, car c'est la première caractéristique du genre fantastique. L'histoire se déroule dans le cadre réel. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième capsule vidéo consacrée à l'apparition du thème de la peur.